Salut à tous mes camarades. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que ça me fait de prendre la parole devant une assemblée POI. Alors, ça vous a pas échappé, je suis depuis quelque temps député à l'Assemblée nationale, au cœur même donc des institutions de la Ve République. Et je dois dire que rien a priori, mais vraiment rien du tout, ne m'y préparait. Parce que depuis que je milite, ça fait un peu plus de 25 ans maintenant, à vrai dire, j'ai surtout passé le plus clair de mon temps, en particulier dans le département où j'exerçais comme enseignant, donc dans l'Oise, à sillonner ce département en long, en large et en travers pour réunir les personnels dans les établissements, dans d'autres endroits aussi, mais d'abord et avant tout dans les établissements, à tenir et à organiser des assemblées générales, quand ça chauffait, à mettre la grève ou à essayer de mettre la grève, parfois avec succès, pas toujours, mais parfois avec succès quand même. Et puis, comme militant du POI, avec tous les militants du POI, depuis 2017, je suis engagé dans les campagnes de la France Insoumise, d'abord dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, que je vous demande de saluer parce qu'il est dans la salle. Et on le remercie de sa présence. Et donc, depuis 2017, j'ai participé donc à la campagne des présidentielles de Jean-Luc, puis aux campagnes des législatives. Ça a été dit avant moi par d'autres camarades. Avec les autres militants du POI, on s'est retrouvés au coude à coude avec les militants LFI dans tous les combats qui n'ont pas manqué et qui ont rythmé le premier quinquennat de Macron. Et donc, en toute logique, on s'est retrouvés à s'engager pleinement dans la campagne des présidentielles de 2022 sur l'orientation de rupture que Jean-Luc a incarné dans le cadre de ces présidentielles. Nous avons pris comme parti ouvrier indépendant la décision de nous engager totalement et d'être totalement partie prenante de l'Union populaire qui a été constituée fin 2022. Parce que, camarades, quand un mouvement de masse se construit sur une ligne de rupture, on ne regarde pas ailleurs, on y va à fond. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous allons continuer à faire. Et donc, comme tous les militants du POI, je me suis engagé à fond dans cette campagne des présidentielles, qui s'est traduite, ça a été dit, par les 8 millions de voix et les 22% au premier tour. Et on sait tous, et on en connaît les raisons, malheureusement, qu'il s'en est fallu de quelques centaines de milliers de voix seulement que Jean-Luc ne soit au deuxième tour. Et puis, c'est à peu près ce que je voulais dire. Et puis, après le premier tour des présidentielles, quelques jours après le premier tour des présidentielles, je me suis vu proposer d'être investi candidat dans une circonscription, en l'occurrence la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, j'y reviendrai tout à l'heure, circonscription où on pouvait l'emporter. Alors là, je dois vous le dire, je suis littéralement tombé de ma chaise. Je me suis bien tenu, je ne l'ai pas montré, mais je suis littéralement tombé de ma chaise. Et puis, on a discuté, les discussions ont pris quelque temps. J'ai réfléchi, on a d'ailleurs tous réfléchi, et puis on est arrivé à la conclusion, en définitive, que, après tout, étant donné tout ce qui avait été fait, le jeu en valait la chandelle, et que ça valait vraiment le coup d'aller jusqu'au bout. En tout cas, y compris de faire ça. Et donc, au terme d'une campagne menée tambour battant, mais comme toutes les campagnes qui ont été menées dans le cadre de ces législatives, j'ai été élu dans cette 12e circonscription de Seine-Saint-Denis. Alors, camarades, cette circonscription, elle a une particularité, si on peut dire, elles en ont toutes,
mais parmi les villes qui composent la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, et je salue les camarades qui viennent de cette circonscription et qui sont présents aujourd'hui, dans cette circonscription, il y a notamment 2 villes. C'est la ville de Clichy-sous-Bois et la ville de Montfermeil. Ce sont ces 2 villes d'où sont parties les émeutes en 2005, parce que vous vous le rappelez, 2 adolescents qui fuyaient la police s'étaient réfugiés dans un transformateur et y avaient perdu la vie. Eh bien, dans l'une de ces 2 villes, la ville de Clichy-sous-Bois, il y a 42% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, c'est la conséquence directe des politiques qui sont menées depuis des années et des années par les gouvernements successifs et que le gouvernement de Macron aggrave dans des proportions absolument considérables. J'ai rencontré l'autre jour, comme député, la déléguée du préfet pour l'arrondissement de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Elle ne sait pas payer de mots. Voici ce qu'elle me dit. Elle me dit, monsieur le député, je tiens à vous alerter sur 2 points en particulier. Le premier, c'est l'état de santé physique et mentale de la population, à commencer par la jeunesse qui est percutée de plein fouet. Et elle me dit, tous les signaux sont au rouge. Et elle ajoute ensuite, il n'est pas exagéré de parler pour ces 2 villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, pour toute une partie de la population, de détresse alimentaire. Oui, camarades, c'est la situation dans laquelle nous sommes. C'est la situation à laquelle la population de ces quartiers populaires sont aujourd'hui confrontés. Et il a été question de la guerre. Et justement, je voulais y revenir rapidement. Parce que pendant que dans ma circonscription, par exemple, à la rentrée prochaine, le gouvernement prévoit de fermer 16 classes à Clichy-sous-Bois. Alors que dans ma circonscription, l'hôpital de Montfermeil, ça n'est pas propre d'ailleurs à cet hôpital, est à l'os. Et que dans cet hôpital, il manque aujourd'hui, 90 lits sont fermés parce qu'il manque 60 postes d'infirmières. Et vous imaginez les conséquences que vont avoir ces mesures sur la population de ces 2 villes dont je viens de vous parler. Eh bien, au même moment, le gouvernement de ce pays décide d'affecter 413 milliards pour l'armée, 413 milliards pour les dépenses militaires et pour la guerre. Alors, camarades, l'économie de guerre dont Macron parle sans cesse, parce que c'est lui-même qui le dit, et j'attire votre attention sur le fait que depuis quelques jours, depuis quelques semaines même d'ailleurs, la presse regorge d'articles qui nous expliquent en long, en large et en travers qu'il n'y aurait pas d'autre solution que d'engager ce pays sur la voie d'une économie de guerre. Mes camarades, l'économie de guerre, c'est très concret. L'économie de guerre, ça veut dire que tout, absolument tout, doit être subordonné aux impératifs militaires, aux impératifs de la défense, donc aux impératifs de la guerre. Et donc, tout doit être sacrifié à ça. Et pour qu'il y ait les 413 milliards pour l'armée et pour la guerre, eh bien, tout le reste, les hôpitaux qui sont à l'os, l'école publique qui est en train de s'effondrer, tout ça doit être sacrifié. C'est ça la situation et vous imaginez bien que dans une circonscription comme celle où j'ai l'honneur d'être élu, eh bien les conséquences, c'est un véritable désastre social et la réalité, c'est que ce que Macron, qui pose aujourd'hui en défenseur de l'ordre, ce que Macron prépare, c'est une véritable bombe sociale. Et Macron qui pose en défenseur de l'ordre, en réalité, le chaos, c'est lui. Le chaos, c'est Macron, c'est sa politique et son gouvernement. Alors maintenant, l'Assemblée nationale. Alors, je connaissais évidemment le caractère antidémocratique des institutions de la Ve République. D'une part, en raison de mon appartenance politique, et puis parce que ça n'est pas la première fois que des gouvernements utilisent le 49.3. Mais enfin, je dois dire que quand on y est directement confronté de l'intérieur, quand on est au cœur même des institutions, d'une certaine manière, c'est quand même une autre histoire, particulièrement dans la période que nous vivons. Parce que j'attire quand même votre attention sur le fait que ce gouvernement qui est au pouvoir depuis maintenant 9 mois, c'est court, 9 mois. En l'espace de 9 mois, il aura trouvé le moyen d'utiliser 11 fois l'article 49.3. J'aime mieux vous dire
que quand vous examinez par exemple le budget et que l'article 49.3, c'est pas rien le budget, et que l'article 49.3 est dégainé près de 10 fois de suite, au bout d'un moment, ça fait quand même une drôle d'impression. Juste une anecdote. Il se trouve que comme député, je fais partie de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Comme mes collègues, j'avais préparé, au moment où a été discuté le budget à l'Assemblée nationale, j'avais préparé toute une série d'amendements, d'interventions, etc. sur la question de l'école, qui plus est une question que je connais un peu. Eh ben, j'ai pas eu la possibilité de défendre ces amendements. Et pour une simple et bonne raison, c'est que le budget de l'école, camarades, le budget de l'école, c'est pas n'importe quoi, c'est le premier budget de l'État. Eh bien, le budget de l'école n'a pas été discuté à l'Assemblée nationale. Et il n'a pas été discuté à l'Assemblée nationale pour une simple et bonne raison. C'est que l'article 49.3 a été dégainé avant même qu'on ait la possibilité de discuter et d'examiner le budget concernant l'école publique. Voilà, donc, quand vous y êtes confronté directement, effectivement, ça fait tout drôle. Alors moi, je connaissais le 49.3. Je connaissais pas le 47.1, je l'ai découvert comme beaucoup. J'attire votre attention quand même sur le fait que la réforme des retraites, c'est pas une petite réforme. La réforme des retraites, eh bien, elle a été discutée en tout et pour tout en première lecture à l'Assemblée nationale pendant 9 jours. 9 jours seulement. C'était le calendrier qui était imposé par le gouvernement. Et puis, je donne quand même un autre exemple, parce qu'il a été, et à juste titre, beaucoup question de la guerre. Et il a été évoqué mon vote contre la résolution sur la guerre en Ukraine et le vote du groupe LFI refusant d'approuver, refusant de marcher dans l'escalade guerrière que contenait cette résolution. Mais cette résolution, qui est bel et bien une résolution d'escalade guerrière, puisqu'elle dit nettement, et mon collègue Aurélien Saint-Toul, qui s'excuse de ne pouvoir être ici, et qui a pris la parole pour le groupe LFI à l'Assemblée nationale, mon collègue Aurélien Saint-Toul a nettement caractérisé le contenu de cette résolution. C'est une résolution belliciste, parce que qu'est-ce qu'est d'autre une résolution qui dit « il faut amplifier les sanctions contre la Russie ». Il faut amplifier les livraisons d'armes. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, on parle de livraison de chars lourds. On parle de livrer des avions de chasse. Mais bientôt, ils vont nous parler de livrer des missiles. Et il faut renforcer la place de l'OTAN. Et je ne reviens pas sur ce qui a été dit avant moi, sur la nature de l'OTAN, qui est le bras armé de l'impérialisme américain. Eh bien, camarades, cette résolution qui nous engage quand même sur des questions qui sont des questions vitales, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans cette partie de l'Europe, étant donné les fous qui nous gouvernent et leur politique criminelle, peut à tout moment déboucher sur une situation totalement incontrôlable. Cette résolution n'a même pas donné lieu à un véritable débat, puisque seuls les orateurs de groupe peuvent s'exprimer. Elle a donné lieu à une discussion, si on peut appeler ça une discussion, qui aura duré en tout et pour tout quoi ? 1 heure, allez, admettons 2 heures. Mais il en va ainsi de toutes les questions dès lors qu'elles touchent à l'armée et à la guerre. La France, en ce moment même, est engagée un peu partout en Afrique. Où est-ce qu'a été discuté l'envoi de soldats? Où est-ce qu'a été discuté l'engagement de la France avec les conséquences désastreuses pour les populations sur place? Où est-ce que ça a été discuté? Pas à l'Assemblée nationale, pour une simple et bonne raison. Les institutions de la Ve République, le chef de l'État et le chef de l'armée, et c'est lui qui décide, et c'est lui qui décide seul. Donc quand vous êtes confronté à ça, effectivement, ça fait quand même un peu bizarre. Alors, vous me direz, dans cette situation, qu'est-ce qu'il est parti faire dans cette galère, ce gars? Alors, on va regarder la situation, parce que c'est encore le meilleur moyen d'avoir un élément d'appréciation. Ça a été dit depuis le 19 janvier, appuyé sur l'unité syndicale qui s'est faite et qui tient en raison de la puissance de la mobilisation pour le retrait de la réforme des retraites. Depuis le 19 janvier, il y a une immense résistance, un immense refus qui s'exprime de 1001 manières dans ce pays, et à commencer par la grève. Et ça, bien évidemment, c'est le facteur central, et c'est ça qui nourrit aujourd'hui une crise énorme. Mes camarades, dans ce cadre, nous, je dis nous, c'est-à-dire le groupe parlementaire auquel j'appartiens,
nous avons joué et nous jouons un rôle. Et j'en profite pour saluer la présence dans cette salle, j'espère que je n'oublie personne. J'en profite pour saluer la présence dans cette salle de mes collègues Sophia Chikirou, André Torigna et Jean-François Coulombe, que je remercie de leur présence. Vous pouvez les applaudir, ils en valent la peine. Et Carlos, excuse-moi Carlos, je suis vraiment désolé. Et toi aussi, il faut t'applaudir, parce que vraiment, quand je dis qu'ils en valent la peine, ils en valent la peine. Oui, nous avons joué et nous jouons un rôle, parce que, camarades, lorsque le gouvernement a annoncé la procédure du 47.1, nous avons pris une décision, et pourtant, ça ne vous a pas échappé, les pressions n'ont pas manqué, et même plus que les pressions. L'acharnement systématique, bien évidemment, des macronistes, mais pas que. Pression venue notamment des rangs du PS, du PC, des Verts qui trouvaient que quand même on s'y prenait pas comme il fallait et qu'on ne jouait pas le jeu, de ces institutions. Eh bien non, camarades, nous n'avons pas joué le jeu de ces institutions. Parce que, camarades, les mots ont un sens. Nous sommes députés, la France insoumise. Nous sommes insoumis. Cela a un sens et cela commence par dire à ces institutions, au carcan antidémocratique qu'elles imposent, nous ne marchons pas et nous n'avons pas marché. Et oui, nous avons pratiqué ce que chaque groupe parlementaire normalement constitué dans ce genre de cas fait. C'est-à-dire de l'obstruction. Au compte de quoi il s'est passé quoi? Vous l'avez tous vu. On est allé jusqu'au... Alors, je sais plus si c'était l'article 2 ou l'article 3. L'article 3, merci. Il y en a qui ont mieux suivi que moi. Nous sommes allés jusqu'à l'article 3, c'est-à-dire qu'au terme de cette procédure accélérée à marche forcée, ça s'appelait bien à Macron, eh bien, au terme de cette procédure à marche forcée, il n'y a pas eu de vote sur le projet de réforme des retraites. Et parce qu'il n'y a pas eu de vote, eh bien le projet n'a pas de légitimité parlementaire. Et ça s'est poursuivi au Sénat. Vous avez vu, comme moi, j'ai trouvé ça assez savoureux, que des sénateurs PS, PC et Verts qui avaient été prompts d'ailleurs à nous critiquer dans des termes parfois pas très sympathiques, eh bien au bout du compte, parce qu'il y a le 7 mars qui arrivait et que le 7 mars, il y avait un appel intersyndical lancé pour mettre le pays à l'arrêt, eh bien finalement ils ont fait la même chose, contraignant du coup le gouvernement à déclencher la procédure du vote bloqué. Et puis après le vote bloqué, qu'est-ce qui s'est passé? La résistance des travailleurs, la résistance de la population de ce pays, combiné à ce qui se passait au Parlement, a débouché sur quoi? Ça a débouché sur le fait que Macron, qui ne voulait pas arriver à cette situation, Macron a été contraint de dégainer le 49.3. Et vous avez vu comme moi, à quel point jusqu'au dernier moment, il a hésité. La presse s'est fait l'écho de, a fait la chronologie de ce qui s'est passé le jour où il déclenche le 49.3. Le matin, il réunit les ministres à 8h15. Il dit on va au vote. Quelques heures après, la situation s'était retournée et il utilise le 49.3. Alors, et donc, renforçant la situation que je viens de mentionner, c'est-à-dire aucune légitimité démocratique, aucune légitimité parlementaire, aucune légitimité que ce soit sur ce texte. Et ensuite, on a retrouvé la même situation sur la question de la motion de censure. La motion de censure, vous l'avez vu, a échoué à 9 voix. À 9 voix près. Ça en dit long quand même. Sur l'état de fragilité extrême de ce pouvoir, sur l'état de fragilité extrême de ce gouvernement. Alors vous savez, dans une autre situation, moi d'ailleurs j'ai connu par le passé des réformes du même type qui, lorsque le 49.3 a été déclenché, lorsqu'une motion de censure échouait, eh bien tous les tenants de la légalité en définitive finissait par expliquer que on pouvait pas faire autrement, quoi. Il fallait se résoudre à accepter cette situation parce qu'en dernier recours, c'est quand même le Parlement qui tranche.
Bon ben, on n'est pas dans cette situation. On n'est pas dans cette situation parce que le soir même du 49.3, qu'est-ce qui s'est passé? Les rues se sont remplies. Et le soir même de la motion de censure, ça s'est poursuivi. Et on est aujourd'hui dans une situation où il y a des manifestations, pour les unes spontanées, pour les autres organisées, qui ont lieu absolument tous les jours. Et on est dans une situation où depuis le 7 mars, des secteurs entiers sont engagés dans la grève, reconductible pour faire reculer ce gouvernement. Alors, à la question quel rôle on peut jouer, eh bien je pense que cet exemple que je viens de citer nous donne une réponse. Nous ne sommes pas, bien évidemment, nous ceux qui pouvons déclencher l'extension et la généralisation de la grève qu'on appelle de nos vœux. Mais on joue un rôle pour amplifier la crise, on joue un rôle pour la nourrir, pour conforter la mobilisation, amplifier la puissance de cette immense résistance et de cet immense refus dans la population. Et vous savez, camarades, il y a une formule qu'emploie souvent la présidente du groupe parlementaire, ma camarade Mathilde Panot. Elle dit souvent « Nous ne sommes », vous pouvez aussi l'applaudir. Elle dit « Nous ne sommes pas des députés comme les autres ». Alors ça, je vais vous dire un truc, ça va continuer. Nous ne sommes pas des députés comme les autres, nous avons un pied dedans, et on voit bien comment, de l'intérieur y compris, on subvertit le jeu institutionnel. Nous avons un pied dedans et un pied dehors. Et oui, nous avons un pied dehors. Vous avez sûrement vu, comme moi, le nombre de députés LFI, j'en fais partie, mais là je salue tous mes collègues qui tous les jours sont sur les piquets de grève, y compris pour porter aux grévistes le produit des caisses de grève qui, je crois, là, a dépassé, pour ce qui est de la France insoumise, les 500 000 euros, 700 000 euros, oh là 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 là. Alors oui, camarades, pour nous, c'est très clair, parce que nous sommes de ce côté-là, c'est le soutien total et inconditionnel à la grève des éboueurs, à la grève des travailleurs de l'énergie, à la grève des cheminots, à la grève des travailleurs de la RATP, et j'oublie des secteurs, aux travailleurs des raffineries que le gouvernement menace en ce moment même de réquisitionner et que parfois sur certains dépôts, il réquisitionne. Et bien évidemment qu'on va pas s'en remettre aujourd'hui à ce machin, moi par rapport à ce machin qu'est le RIB, d'ailleurs je dois l'avouer platement, j'y comprends rien. Si quelqu'un d'ailleurs peut m'expliquer comment ça fonctionne ce truc, je suis preneur parce que je n'y comprends rigoureusement rien. La seule chose que j'ai compris, c'est que ça repousse tout au calendes grec. Mais les travailleurs de ce pays aujourd'hui, ils veulent pas que ça soit repoussé au calendes grec. Ils veulent résoudre maintenant la question. Ils veulent trancher par la grève la question. Alors oui, camarades, soutien total à la grève, et oui, ce que nous appelons de nos vœux, c'est que cette grève s'étende et qu'elle se généralise, même si ça ne dépend pas de nous, bien évidemment, en appuyant sur un bouton, que cela soit le cas, mais on va tout faire pour conforter ce mouvement. Et je voudrais terminer sur un point, parce que, bien évidemment, tout le monde a bien compris que depuis le 49.3, on est entré dans une autre situation. Le 49.3 a été un facteur d'amplification considérable de la mobilisation. Mais depuis le 49.3, il se passe également autre chose dans ce pays. Camarades, vous avez vu que tous les soirs maintenant, notamment à Paris, mais pas qu'à Paris, bien sûr les manifestations sont réprimées, mais après c'est une atmosphère de chasse à l'homme dans les rues de Paris. Je ne sais pas à combien de centaines d'interpellations nous sommes rendus. Interpellations totalement arbitraires. J'ai vu passer les chiffres. C'est même pas 1% de ceux qui sont interpellés et qui sont finalement poursuivis. La plupart de ceux qui sont interpellés sont les plus jeunes. Les rues sont nassées et les forces de police procèdent à ce qu'il faut bien appeler des rafles. Moi, j'ai eu l'occasion, comme d'autres députés LFI, j'ai eu l'occasion, comme d'autres députés de la France Insoumise, de me rendre
à plusieurs reprises la semaine passée, à la porte de commissariat. Vous savez qu'un député peut rentrer dans un centre de détention. Ça fait partie de ses prérogatives. Même si moi, je n'ai pas pu voir, en l'occurrence, les gardés à vue dont on avait l'identité. Parce que parfois, en face, ils sont comment dire, ils ont beaucoup de ressources pour nous mener en bateau. Mais enfin, on a fait notre boulot. Et devant un commissariat, je crois que c'était dans le 18e arrondissement, l'une des annexes du commissariat, c'était quoi? C'était un bus cellulaire où s'entassaient 50 jeunes qui venaient d'être coffrés en pleine rue. Et ça, c'est tous les jours, camarades. C'est tous les jours et s'ajoute à ça la violence absolument insupportable, ordonnée par ce pouvoir. Parce qu'on parle des violences policières. Mais les policiers ont des ordres. Et les ordres, nous savons qui les donnent. Les ordres sont donnés directement par le pouvoir. Vous avez entendu Macron. Macron a dit « Nous allons continuer et à marche forcée ». Même seul, il prétend continuer et à marche forcée. Et vous avez tous vu ce qui s'est passé hier. Vous avez tous vu ce qui s'est passé hier à Sainte-Soline. Camarades, je suis désolé, mais moi, les bras m'en tombent. Dans quel pays vivons-nous? On dénombre, je crois, 500 blessés. Il y en a 5 qui sont en situation d'urgence absolue. J'ai vu les images de ces gendarmes sur des quads, tirant au flashball sur la foule. Je sais, par mes collègues LFI qui étaient sur place, qui ont participé à une chaîne humaine pour protéger les blessés, que les secours, qui d'ailleurs ont eu les plus grandes difficultés à accéder au site, que les secours tentaient tant bien que mal de prendre en charge. Ils ont fait une chaîne humaine. Ils se sont fait gazer. Mes camarades, mais dans quelle situation vivons-nous? Et aujourd'hui, Macron, qui est le premier responsable de cette situation, parce que le responsable, c'est lui. Eh bien, je disais tout à l'heure, il pose en défenseur de l'ordre, qui ne voit pas une seule seconde qu'il y a là une stratégie délibérée d'un pouvoir qui dit, on a choisi la stratégie de la tension, on a choisi la stratégie du pourrissement et du chaos, pour mieux essayer d'apparaître, nous, comme les défenseurs en quelque sorte de l'ordre. Eh bien, moi je vous le dis, avec mes collègues, ça c'est une certitude. Nous ne sommes pas de ceux qui allons accepter qu'au nom de la légalité du 49.3 et de ses institutions, on réprime, on nasse, on gaze, on matraque et on réquisitionne ceux du côté desquels est la légitimité. Nous n'allons pas laisser faire. Alors camarades, je vais conclure parce que je crois que j'ai été long. Vous l'avez compris, je suis militant POI et fier de l'être. Je suis député LFI et fier de l'être. Et comme mes collègues, moi je ne m'en remets pas à ces institutions qu'il s'agit de balayer. Et je suis convaincu que c'est des travailleurs et que c'est du peuple que viendra l'issue. Oui, c'est la lutte, tu as dit tout à l'heure Mélinda, c'est la lutte de classe qui tranchera. Et vous l'avez compris, c'est de ce côté-là qu'on est, et c'est cela qu'avec mes camarades, je m'emploie à nourrir, et je conclus sur la formule, cette formidable formule de Marx, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Camarades, plus que jamais on continue. Je remercie le POI pour son invitation. J'ai bien compris que POI ne veut pas dire Parti ouvrier insoumis, mais Parti ouvrier indépendant. Pour ma part, j'y vois un synonyme. C'est parce que le mouvement insoumis, qui accueille dans son conseil politique le Parti ouvrier indépendant de plein exercice, est un mouvement indépendant depuis sa création, et de par son programme de transition vers une autre société, libérée du capitalisme, que nous pouvons faire équipe ensemble
dans la diversité des moments que nous vivons et qui, si souvent, exigent de nous un plein investissement intellectuel pour assumer la responsabilité qui désormais est la nôtre. Quelle est cette responsabilité? À la face du monde, au moment où le libéralisme atteint aux yeux de millions et milliards d'êtres humains sa limite, où il fait la démonstration qu'il est hors de contrôle, qu'il porte en lui un chaos dont la civilisation humaine pourrait bien être à la fin la victime. Hors de contrôle, quand l'ONU dit qu'il faut à tout prix interrompre le recours aux énergies carbonées, bloquer tout ce qui contribue au réchauffement climatique, et que dans le même temps, à la même date, les grands oligopoles ont sur la table plus de projets de gazoducs, de pipelines, c'est-à-dire entre autres choses de parcours de guerre, mais surtout de parcours de pollution aggravée, hors de contrôle. La question du contrôle est la question centrale de notre époque, c'est-à-dire la question du pouvoir. Et nous sommes candidats au pouvoir dans ce pays et dans le monde. Et m'adressant à quelques-uns d'entre vous, comme l'a dit bien avant moi Léon Trotsky, un parti qui n'est pas candidat au pouvoir ne sert à rien. J'ai dit notre responsabilité d'être humain, mais nous avons une responsabilité particulière en ce moment même. C'est que, pour la première fois, on assiste à une conjonction sans précédent d'un mouvement social de la plus grande ampleur qu'ait connu ce pays depuis la grève générale de mai 1968. Et alors que nous disposons d'une fraction parlementaire et que c'est la gauche radicale qui mène le bal de la rupture, il n'y a pas d'unité populaire possible en dehors de la rupture avec le capitalisme et le néolibéralisme. C'est la raison pour laquelle l'union est possible. Et sans la rupture, pas d'union. Avec la rupture, unité populaire. Alors, le mouvement Insoumis fait son devoir, partout où il est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, d'exigence dans l'engagement entre toi, mon jeune camarade qui vient d'arriver, et lui qui est là depuis 25 ans, et moi depuis plus de 50. La lutte, tous à la lutte, encore, 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 jusqu'à ce qu'il cède. Voilà la consigne. Au Parlement, nous avons appliqué la stratégie parlementaire du martèlement démocratique. Chaque fois qu'ils ont fait le 49-3, chaque fois nous avons déposé la motion de censure. Nous avons toujours refusé la banalisation du viol de la volonté parlementaire. Et nous avons recommencé chaque fois qu'il l'a fallu, jusqu'à ce moment sublime où notre groupe a entonné l'hymne révolutionnaire pour le reste du monde et qui a libéré la bande en disant « Nous ne jouons pas le jeu, nous ne respectons pas le cadre, nous ne sommes pas concernés par votre injonction. » Et puisque vous avez fait le 49-3, alors il y a la motion de censure parlementaire. Et puisque vous avez rejeté la motion de censure parlementaire, alors il y a la motion de censure populaire qui est commencée dans la lutte et dans la grève. Ne vous y trompez pas, mes camarades, et parmi vous ceux que je connais depuis le plus longtemps, ne vous y trompez pas. Monsieur Bayrou a raison de dire que nous appliquons une stratégie globale. Il a tort de penser qu'elle est nihiliste. Le nihilisme, c'est eux. C'est au contraire une stratégie pleine d'espoir, d'amour de la vie, de certitude qu'à la fin, la vie l'emporte sur ces politiques de mort que sont la catastrophe écologique et l'exploitation sans fin des êtres humains,
à qui on refuse et à qui on veut voler maintenant 2 années de temps libre supplémentaires. Oui, nous avons une stratégie, et elle s'est appliquée dès la première heure, et nous nous en sommes jamais cachés, parce que nous l'avons écrit, expliqué, dans les plus de 200 meetings que nous avons tenus. Nous avons voulu que la lutte commence tôt, et c'est pourquoi nous avons immédiatement commencé la bataille pour élargir le front, dont nous espérions à l'époque que les syndicats le créeraient dans l'unité, et ce qu'ils ont fait. Mais comme l'a dit très bien Jérôme, et je souscris 1000 fois à ce qu'il a dit, ce qui est la force de l'unité syndicale aujourd'hui, c'est la force de la mobilisation populaire et salariale. C'est elle qui tient cette unité. Le 21 janvier, nous avons appelé, derrière les organisations de jeunesse, à mobiliser. Et les syndicats, comme c'était leur droit, bien sûr, ont voulu convoquer auparavant. Et ils ont donc convoqué le 19 janvier. Nous avons gagné 15 jours de combat. Et nous avons commencé à appeler la jeunesse à entrer dans l'action. Et maintenant, elle doit déferler et s'organiser partout où elle est. Parce que sa responsabilité n'est pas que la responsabilité de la jeunesse étudiante. 3 millions d'étudiants dans ce pays, 400 000 paysans. Un étudiant sur 2 est un salarié. La jeunesse étudiante aujourd'hui est pleinement composée de travailleurs, de travailleuses. Elle est une composante de la classe ouvrière elle-même, la plus maltraitée, la plus précarisée, la plus grossièrement traitée. Ensuite, bien sûr, il faut, avec sens des responsabilités, mesurer à chaque étape qu'aucune solution n'est évidente. Mais quel était notre rôle de parlementaires insoumis? Déblayer la voie à la lutte populaire, pas se substituer à elle, car nous ne pouvions pas gagner au Parlement, mais nous pouvions déblayer la voie, c'est-à-dire argumenter point après point. Quand on nous amène 20 articles, on discute 20 articles, pas seulement un. Et quand on est sur les régimes spéciaux, article 1, on y reste le temps qu'il faut, car c'est plus de 100 ans de lutte de classe qui sont en jeu à ce moment-là. L'article 2, un code senior, au diable le code senior, il a été battu, si bien que le gouvernement est sorti de cette assemblée en haillons avec un texte de loi sans légitimité. C'était notre rôle de le faire. Et un texte dont seulement 3 articles ont été examinés, dont un battu. Voilà toute la légitimité qu'ils avaient à présenter. C'était notre devoir de faire en sorte que nous ne prenions pas le risque d'aller à cet article 7 qui tout d'un coup devenait l'article décisif. Mais pourquoi? On l'a très bien compris. Pour pouvoir annoncer, l'Assemblée nationale a voté la retraite à 64 ans. Eh bien, l'Assemblée nationale ne l'a pas fait. Nous avons eu, c'est vrai en route, comme l'a dit Olivier Faure, quelques divergences tactiques. Eh bien, on en a parlé. Et je ne les méprise pas, les divergences. Tout doit être écouté. Mais la raison l'a emporté. Et je crois qu'on a bien fait. Car pendant la journée et demie où le groupe communiste, le groupe socialiste, le groupe écologiste, ayant retiré tous leurs amendements, comme il était heureux que les insoumis n'en aient pas fait autant, et que jusqu'à la dernière heure et la dernière minute et la dernière seconde, ils aient continué à argumenter. Je le dis pas pour assumer je ne sais quelle gloriole des uns par rapport aux autres, mais pour que chacun soit bien convaincu que dorénavant, telle est notre responsabilité devant l'histoire et dans la lutte de classe. Nous sommes la fraction parlementaire la plus déterminée et la plus organisée, et nous incarnons aux yeux de millions de gens des élus stables, forts, sûrs, qui craquent pas, qui lâchent pas, sur lesquels on peut compter quand on est en garde à vue, quand on est en meeting, quand on est dans la lutte. Plus de 200 meetings, 14 millions de tracts, 700 000 € de rassemblés, et nos députés toutes les nuits présents pour aller d'ici à là, pour continuer à dire que ce n'est pas une situation normale.
Le seul responsable de toute cette situation est le président de la République. Et il doit être dit que nous ne sommes pas d'accord avec la façon de mener la police. Et que ceux qui sont dans la police doivent se souvenir que leur code de déontologie les autorise à refuser des ordres qui leur paraîtraient injustes ou contraires à la morale. Tout le monde est citoyen dans ce pays. Tout le monde a une conscience libre, quel que soit l'uniforme que l'on porte, quelle que soit sa tenue de travail. Voilà comment nous avons appliqué cette stratégie. Et depuis que le texte est ressorti du Parlement, eh bien, nous avançons hors les clous, hors du passage piéton traditionnel. Nous sommes dans une situation d'insurrection citoyenne que les masses maîtrisent à leur manière, par des débrayages successifs, parfois coordonnés lorsqu'ils ont la chance d'avoir des unions départementales syndicales capables d'organiser le roulement de l'action entre la raffinerie, les transporteurs, les pompes et retour à la case départ, la raffinerie, les transporteurs, les pompes, chacun 2 jours, rien ne marche. Et voici que s'affirme la force de cette classe sociale, qui est exception française magnifique, le cœur de la révolution citoyenne qui est en marche, qui permet à des milliers de personnes, soit qu'elles ne travaillent pas parce qu'ils sont étudiants ou retraités ou chômeurs, de participer à la lutte. Et chaque soir, je sais, jeunes gens, où vous êtes. Et je vous donne raison. Suivez la consigne de Hong Kong. À Hong Kong, les autorités prétendaient imiter le gouvernement français dans la manière de réprimer la manifestation. Juste retour des choses, eh bien de l'autre côté, nous imitons les gens de Hong Kong qui manifestaient. Eh bien, suivez Bruce Lee. Be water. Soyez fluide. Courez. Le plus vite possible. Le plus souvent possible. Parce que plus vous courez, plus il court. Quelqu'un doit gagner. Et nous devons mettre tous nos moyens d'intelligence au service de notre lutte. Nous ne sommes pas d'accord avec les comportements qui invisibilisent la lutte de classe organisée et notre travail de militants. Mais pour autant, il est absolument inutile de réclamer de nous des leçons de morale à propos de la violence. Si nous avons à en donner, c'est aux imbéciles qui se sont crus malins sur leur quad hier de tirer dans le tas. Voilà qui nous en donnons des leçons de morale. Et à leurs chefs, ceux qui ont été incapables de contrôler la troupe, comme c'est leur devoir. Hier, la préfecture dit qu'il y avait 6000 personnes à Sainte-Soline. Eh bien, admettons, dans ce cas, nous avons aussi un autre chiffre à donner, celui que la préfecture a donné. Il a été tiré 6000 grenades. 4000, pardon. 4000 grenades, plus d'une par personne. 3200 gendarmes et policiers sur place. Et pourquoi, je vous prie, comme a dit M. Hollande, cet aigle, ils auraient même dévasté le chantier. Le chantier, c'est un trou dans les champs avec un tuyau. Alors oui, si les camarades avaient rebouché le trou, il aurait été débouché de nouveau et c'eût été une progression du PIB puisque ça compte qu'on bouche un trou ou qu'on creuse un trou. Alors les amis de la croissance auraient dû approuver. Mais pour l'instant, c'est là-dessus que je veux m'arrêter. Que faisions-nous? Que faisions-nous à Sainte-Soline hier? Les 9 parlementaires insoumis qui s'y trouvaient. Et ces milliers de personnes. Nous luttons contre un modèle agricole totalement dépassé, qui ne garantit pas la souveraineté alimentaire du pays et qui est juste bon à produire pour un marché mondial
dans lequel ces productions entrent en compétition avec toutes les productions de l'agriculture vivrière, et donc jettent ensuite dans l'immigration des millions de personnes, tandis qu'ici, nous sommes incapables d'avoir des carottes ou des choux-fleurs dans la quantité dont nous avons besoin. Ce modèle absurde, au moment où le cycle de l'eau est totalement déréglé sur toute la planète, et que dans notre campagne, tu t'en souviens, Jérôme, nous avons commencé par des meetings sur l'eau, et les gens disaient, mais de quoi parlez-vous? Nous parlons du capitalisme, régime maudit qui condamne la civilisation humaine au désastre si nous ne l'empêchons pas à temps de continuer ses ravages et ses saccages. Voilà ce qui est en jeu aujourd'hui à Sainte-Soline, et chaque nuit dans la rue quand vous vous opposez fluidement. Vous vous opposez à ce qu'un homme tout seul décide que 2 ans de vie vont être volés. Et qu'est-ce qu'il décide? Qu'on augmente la surface de la marchandisation. Car tous ceux qui savent que si la retraite est à 64 ans, ils ne feront pas un mois de plus parce qu'ils n'en peuvent plus déjà, et que souvent, il leur arrivera de partir avant et de chercher à faire la soudure entre le régime d'indemnisation qui sera le leur et leur situation de retraité. Tant et si bien qu'à ce moment-là, ils pourront jouir des lois nouvelles que M. Macron a fait voter en 2019, qui fait que toute cotisation à un plan d'épargne retraite est exemptée d'impôts, et qu'ensuite, quand vous touchez la retraite qui vient par ce fonds de capitalisation, vous pouvez en retirer le 10% de vos impôts sur le revenu. Ces gens ont méthodiquement organisé le saccage du système collectiviste qu'est la sécurité sociale, pour en résultat obliger les gens à aller demander au secteur privé ce qu'ils n'obtiennent plus de la solidarité des travailleurs. Voilà ce qu'ils ont dans la tête et rien d'autre. Parce qu'il y a 343 milliards d'euros qui sont sur la table, qui les font saliver d'envie. Eh bien, s'ils cherchent une solution, nous, on a fait notre boulot. À l'Assemblée nationale, dans les meetings, on le fait tous les jours. Mais si vous en voulez vraiment une, c'est à mon tour de vous rappeler, pas à vous, mais à tous ces phraseurs, que nous n'avons pas besoin d'eux pour penser avec responsabilité à notre avenir. Parce que figurez-vous que la sécurité sociale n'appartient pas à l'État, elle appartient aux cotisants, c'est-à-dire aux travailleurs. Et donc, s'il veut une solution, alors, camarades, si vous voulez une solution simple, confiez donc au conseil d'administration des caisses de la sécurité sociale d'avoir à veiller sur le bien commun des cotisants. Parce que c'est pour ça qu'elle est là. Et je ne vous cache pas que je finis par être assez agacé par ces gens qui sont venus nous donner des leçons sur la manière de mener la lutte et qui oublient que c'est leur responsabilité de gérer la sécurité sociale. Alors je dis aux organisations confédérées que je sais parfaitement l'écart qu'il y a entre les mots méchants et de mépris qui se sont adressés à nous et les sections syndicales sur le terrain, les unions départementales, les unions locales, les fédérations par métier, qui partout n'aspirent qu'à la fraternité, à la lutte unie, au combat. Il est largement temps que la sécurité sociale revienne dans les mains de ceux à qui elle appartient, c'est-à-dire les cotisants, et que des élections aient lieu à la sécurité sociale. Et on fera avancer de cette façon-là la démocratie. Merci de m'avoir écouté avec patience. Camarades, Chap, Dan et les autres, j'assume avec une immense fierté d'avoir été de ceux qui ont dit qu'il fallait qu'il y ait des candidats du POI à l'élection législative. Je suis extraordinairement fier, compte tenu de ce qu'a été ma propre histoire,
qu'à cette occasion, lorsque la gauche de rupture s'est avancée devant, qu'elle le fasse avec un militant trotskiste. Le temps est passé où les trotskistes étaient mis de côté. Les trotskistes ont incarné une part de l'honneur communiste. Et maintenant, c'est notre fierté de les compter dans nos rangs, à l'Assemblée nationale et dans toutes les luttes.